Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chenoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, nous sommes donc dans le podcast Histoire en série, aujourd'hui avec Hayri Euskoray qui est maître de conférence à l'université donc de Aix-Marseille, qui est l'auteur du Captif de Malte, récit autobiographique d'un cadi ottoman paru en 2019 aux éditions Anacarsis, qui a fait donc une thèse soutenue à l'école pratique des hautes études en 2017 sur l'esclavage dans l'Empire ottoman entre le XVIe et XVIIe siècle. Il a publié de nombreux articles dans des revues scientifiques et ouvrages collectifs. Il est membre du laboratoire de recherche TELEM, Temps, Espace, Langage, Europe méridionale, Méditerranée. Mais aujourd'hui, nous avons la chance de le recevoir au micro d'Histoire en série, non pas pour parler de sa spécialité de recherche, c'est-à-dire l'Empire ottoman à l'époque moderne, mais pour une série qu'il a vue et qu'il a aimée, qui s'appelle Marseille. Alors Hayri, je vous laisse la parole, tout d'abord peut-être pour présenter aux auditeurs cette série. Merci Nicolas. Donc cette série est produite par Netflix de 2016 à 2018, donc consiste en 2 saisons. D'ailleurs pour la diffusion il y a eu un partenariat avec TF1 également. Donc, pour objet principal, la série a donc la vie politique municipale marseillaise et notamment la transition entre 2 mandats de maire, donc celui de Robert Tarot, incarné par Gérard Depardieu, donc qui va donc passer la main à son adjoint, qui est donc Lucas Barès, donc, interprété par Benoît Magimel. Et le point de départ, c'est ça, et ensuite, donc, la série va aborder les intrigues de la vie politique marseillaise, principalement la politique politicienne, mais pour s'ouvrir à des thèmes et des problèmes un peu plus larges, pour comprendre à peu près tout ce qui concerne la vie à Marseille et autour. Alors, on n'est pas du tout dans votre, on va dire, domaine de recherche. Alors, dites-nous pourquoi vous avez choisi de nous présenter cette série aujourd'hui au micro de Histoire en série. Et d'abord parce que Marseille me passionne, parce que c'est depuis septembre, depuis que j'ai commencé à travailler à l'université d'Aix-Marseille, que j'ai commencé à habiter à Marseille. Donc en tant que néo-marseillais déjà, donc la série a suscité ma curiosité, parce que voilà, tout ce qui concerne Marseille m'intéressait un peu par défaut. Mais très vite, j'ai trouvé la série fascinante aussi, un peu aussi au contre-courant de la critique professionnelle qui a fustigé la série en très grande partie. Et bon, dans Marseille aussi, j'ai trouvé une manière de renouer avec mon Istanbul natal, parce que c'est une cité méditerranéenne plurimillénaire et ville portuaire de premier plan, qui est d'une certaine manière aussi connectée au monde de l'Empire ottoman que j'étudie professionnellement. Mais oui, comme vous avez dit, donc, cet intérêt n'a rien à voir avec ma spécialisation d'historien. Mais après, donc, au fur et à mesure du visionnage de différents épisodes, donc, sont venues aussi des préoccupations et un certain regard de citoyens, d'historiens aussi, donc, notamment autour des enjeux sociaux, économiques, urbains, politiques et culturels, donc, qui sont abordés par la série. Et c'est vrai qu'en plus, on présente aujourd'hui une série qui a pour enjeu la gestion d'une municipalité. On est en pleines élections, j'allais dire municipales, donc j'allais dire votre présentation tombe tout à fait à pic. Oui, je pense que c'est aussi dans un contexte pertinent qu'on peut regarder donc revenir vers cette série aussi, parce qu'elle justement aborde une partie des thèmes qui se situent au cœur de la campagne électorale, peut-être sauf la question écologique qui en est absente, mais de toute manière, ce n'est pas la prétention de la série non plus.
Oui, puis est-ce qu'on ne verrait pas dans la figure de Gérard Depardieu, hein, de ce monsieur Tarot, quelque part celle de l'actuel maire de Marseille, hein, qu'il a depuis des années, Jean-Claude Gaudin? Mais absolument, c'est plus qu'une évidence qu'il s'inspire, donc que le personnage est une sorte de réinterprétation de la figure de Jean-Claude Gaudin. Et en quelque sorte, oui, Gérard Depardieu, il incarne aussi une version plus aimable et moins contestée aussi. Bah, quand même contestée pour d'autres raisons peut-être, mais par exemple non pas la corruption ou une certaine approche considérée comme mafieuse de la vie politique municipale. En tout cas, oui, il en est maire comme Gaudin donc depuis déjà plusieurs mandats. Et puis ce qui se situe un peu au cœur du personnage, ce qui n'est nullement contesté par ses adversaires politiques, c'est son amour très sincère pour la ville. Pour ses habitants, il y a une distance, même s'il est aimé de la plupart de la population. Et en tout cas, la série commence plus ou moins par le fait qu'il décide de ne pas se représenter, un peu comme Gaudin aujourd'hui. Mais avant de connaître la trahison de son adjoint, qui est voilà, Benoît Magimel, Lucas Barès dans son nom fictif. Et c'est à la suite de cette trahison qu'il va décider de se réengager dans la campagne politique pour se représenter justement à nouveau dans la campagne municipale. Alors, vous l'avez évoqué à l'introduction, je pense que l'un des enjeux essentiels de cette série, c'est avant tout ce que vous avez qualifié à juste titre de politique politicienne, et c'est l'idée de comprendre comment dans une des plus grandes villes de France, on construit des alliances politiques pour arriver à gouverner une ville et à obtenir une majorité municipale. Oui, donc ce n'est pas euh, une chose évidente à faire du tout. Donc ça nécessite des stratagèmes assez habiles. Aussi, il faut un certain nombre d'atouts, donc à la fois politiques, financiers, sociaux, hein, pour essayer de convaincre également ses adversaires politiques, justement, dans le cadre de cette constitution d'une majorité municipale, ben, qui va justement décider du sort du maire élu à la fin. Euh, C'est vrai qu'après, vous avez raison sur ce côté-là. On a beaucoup de mots-clés au fil des deux saisons qui reviennent, qui sont importants. Alors on a l'ambition, on parlait de Barès, hein, Benoît oui, Magimel, par rapport à son mentor qui était Tarot. On a bon, l'idée bien sûr de conquête du pouvoir. Et puis on a d'autres choses. Alors on pourrait aussi, on y reviendra je pense après, parce qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent le personnage de la fille de Tarot qui est aussi quelqu'un d'important. On y reviendra. Donc j'aimerais qu'on revienne d'abord un petit peu sur cette rivalité entre Barès et Tarot, entre, j'allais dire, le père et le fils, hein, quelque part, puisqu'il est un peu son fils spirituel. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? et je pense que les enjeux politiques qui sont abordés par la série sont un peu dépassés par la dynamique entre personnes et entre personnalités. Et l'un des défauts de la série, je pense, c'est de miser un peu trop sur les individus. Et même quand ces individus sont censés représenter et incarner des institutions, des fonctions, ben, ce qui est vraiment au cœur de l'action et ce qui explique n'importe quelle action, c'est la motivation, le désir, la passion d'un individu donné qui est un peu trop isolé justement de tout ce qui peut déterminer et motiver donc, ben, ses actes, ses penchants. Et d'ailleurs, justement, ben, cette passation du pouvoir donc, entre l'ancien maire, figure paternelle, et son adjoint, donc en quelque sorte son fils politique, et peut-être même, donc il y a des doutes là-dessus, son fils biologique, purement et simplement, ben, cette dynamique est expliquée par uniquement la dynamique entre ces deux et leur relation personnelle avec un certain nombre d'éléments de trahison et de loyauté. Et, et il me semble que c'est un peu insatisfaisant au bout du compte. À moins que ce soit juste une histoire entre père et fils, donc totalement isolée de la vie politique municipale, donc qui est censée quand même être l'objet principal de la série. Donc si on l'isole de son contexte qui serait en quelque sorte un prétexte, une sorte de décor, alors tout va bien. Mais je pense que
l'ambition de la série, justement, c'est de ne pas en faire un décor, mais de le traiter un peu en profondeur aussi. Oui, puis effectivement, j'apprécie ce que vous dites là, puisque on a quand même, quand on regarde cette série, ce qui était une des premières grandes séries françaises produites par Netflix, quand on a regardé, la critique n'a pas été toujours très aimable avec. Alors on n'est pas là, bien sûr, pour défendre la série, mais on est là pour étudier les choses, j'allais dire, dans les sciences humaines. Et donc c'est vrai que dans les médias ou même les forums, on peut voir quelque chose qui a été jugé comme superficiel. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et je pense que la critique un peu courante qu'on trouve dans les médias vis-à-vis de la série, donc euh, essentiellement négative, voire très hostile et agressive, et je pense que c'est une critique un peu facile parce que il n'y a pas vraiment l'effort de comprendre déjà le monde que la série évoque. Dire que c'est américain dans le mauvais sens du terme, etc. C'est une évidence, mais c'est aussi très paresseux comme approche critique de la série. D'ailleurs, il y a eu un décalage justement entre l'appréciation et la critique populaire de la série et sa réception auprès du public et du côté donc des journalistes culturels hein, qui l'ont fustigé pour la plupart. Bon, c'est vrai qu'il y a un aspect un peu roman savant, feuilleton à l'eau de rose, etc. Donc, c'est même pas nord-américain, c'est plus sud-américain. Donc, dans la manière dont ils ont un peu romancé justement les liens et les rapports entre les personnages clés, surtout les politiciens de la série, où il y a également beaucoup d'histoires de, par exemple, liaisons amoureuses ou de sexe qui est offert généralement comme monnaie d'échange aussi dans certains cas. Par exemple, l'ambition du personnage de Benoît Magimel, justement, dépasse même ses préférences sexuelles lorsqu'il euh, veut essayer de séduire justement un journaliste qui s'intéresse à la vie politique voilà, de la ville, d'ailleurs pour se faire refuser justement. Mais là, peut-être c'est un des thèmes intéressants abordés par les scénaristes, c'est que entre le désir charnel et l'ambition politique, il y a un lien très étroit finalement. Ce qui est dommage, c'est que ce désir soit réduit justement euh, à des tractations de circonstances ou à des vengeances un peu faciles sur des personnes. Oui, puisque je pense qu'effectivement, ce que vous dites qui transparaît, c'est qu'une fois qu'on passe outre l'intrigue, il y a derrière des vrais problèmes sociétaux qui sont propres à Marseille, qui apparaissent, Oui. qui sont liés à la géographie de la ville, hein, notamment avec l'opposition entre les quartiers nord et puis le sud de la ville. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Oui, cette question est abordée, donc, y compris à la marge la crise du logement et surtout la division profonde donc, entre les quartiers dits nord et les quartiers du centre et du sud, justement, beaucoup plus aisés, même si au centre-ville aussi, donc, il y a des quartiers euh, en, en état parfois assez misérable, avec justement la rue d'Aubagne, c'est au cœur de la ville même, donc c'est même pas dans les quartiers nord. Et donc il y a peut-être une approche un peu simplificatrice vis-à-vis de la population et de ses revendications. Parce que justement, si Marseille n'est pas un décor, ben ses habitants le sont un peu pour la série, qui tourne autour uniquement des grands personnages qui décident un peu de tout ce qui concerne le sort de la ville et celui de ses habitants. Et donc, pour revenir peut-être à l'un des clichés concernant Marseille, qui se situe un peu au cœur de la série aussi, ben c'est justement un peu la vie criminelle qui n'est même pas très souterraine. Donc, je pense que dans la série aussi, on parle du milieu comme tel, et qui influe grandement sur la vie politique de la ville, et aussi donc, qui joue ses cartes hein, en fonction de ce que peut offrir potentiellement chaque camp politique et chaque alliance potentielle. Puis la série s'intéresse également donc à ce qu'on appelle le cosmopolitisme marseillais, justement,
sans explorer en profondeur ce qui fait un peu le ciment de la ville, entre les habitants de différentes classes sociales, de différents milieux, considérés comme incompatibles ou en conflit, mais d'ailleurs, comme l'élément le plus concret qui est offert, donc comme faisant partie de l'intégration sociale à Marseille, c'est justement l'amour partagé pour l'équipe de foot de la ville. Donc, je pense qu'à la première saison, on parle de l'Olympique marseillais. À la deuxième saison, ça change de nom à cause des raisons juridiques, je pense, parce que l'OM a contesté justement cette utilisation sans autorisation. Mais pas mal de dirigeants politiques se réfèrent à l'équipe de foot de la ville comme justement la seule chose qui relie tous les habitants et qui dépasse toute tension sociale et économique dans la ville. Ce qui est en partie vrai, mais encore, donc ça m'a l'air un peu trop artificiel et un peu caricatural finalement. Oui, c'est vrai, puisque quand on regarde déjà, bon, effectivement, vous revenez sur la question des droits. Quand on voit le club de foot, ce n'est pas les couleurs bleues et blanches de l'OM, c'est les couleurs bleues et jaunes. On voit pas ces choses-là. On voit qu'il y a des choses autour du football. Et c'est vrai que là, ils ne sont pas allés au-delà du cliché, qui est, c'est vrai que je pense que tout Marseillais aime l'OM, et même au-delà, je crois. Mais on va pas derrière. Et effectivement, je pense qu'il y aurait eu un travail de plus en profondeur à faire autour. Et je pense que vous avez aimé ça dans Marseille, c'est ce cosmopolitisme. On parlait d'Istanbul, votre ville natale, qui est aussi une ville méditerranéenne cosmopolite, à cheval sur deux continents. Donc on a ce côté-là qu'on doit retrouver, je pense, dans Marseille. Non, enfin, qu'est-ce que vous en pensez, vous, et qui n'apparaît pas à l'écran, peut-être assez. Pas assez, non. À, à la limite, on va aborder justement euh, l'origine ethno-religieuse de tel ou tel protagoniste dans la série, ou justement, par exemple, il y a une des scènes marquantes et assez intéressantes de la série où justement, euh, donc Benoît Magimel, je ne sais pas s'il est donc élu maire ou non à ce moment-là, peu importe, en tout cas c'est une figure politique bien connue des habitants, et il va avoir cette conversation à un camion de pizza justement avec des enfants d'immigrés italiens d'il y a quelques générations et qui expriment leur hostilité aux immigrés d'aujourd'hui. Et donc, Benoît Magimel va, et également Gérard Depardieu, donc Robert Tarot, dans son hostilité aux arguments de l'extrême droite, donc il va toujours parler de Marseille, la ville accueillante, là où justement se brassent toutes les populations méditerranéennes et du monde, etc., grâce aux vertus de ville portuaire. Donc, mais pour revenir au camion de pizza, donc, où Benoît Magimel a cette polémique, justement, où il reproche aux descendants d'immigrés italiens leur hostilité aux immigrés d'aujourd'hui, parce que justement, leurs grands-parents, arrière-grands-parents, étaient dans la même situation et aussi subissaient les mêmes types d'agressions, etc. à leur moment. Donc pourquoi leur refuser les mêmes droits et les mêmes potentialités en France aujourd'hui et pour se faire gifler, justement, à la fin de la scène. Oui, c'est vrai, vous avez raison là-dessus. Il y aurait eu quelque chose, je pense, à faire un peu plus approfondi autour de l'immigration, autour des différentes phases d'immigration, puisque Marseille, on peut dire, s'est construite sur l'immigration depuis sa création par les Grecs, déjà, et puis après, au fur et à mesure des époques, jusqu'à aujourd'hui. Et je pense qu'on reviendra, vous l'avez évoqué, parce qu'on a une place centrale quand même dans la vie politique, et je pense qu'ils ont voulu soulever cette question-là autour de la question de l'extrême droite, et de la vue de l'extrême droite dans ce sud, où le Front National aujourd'hui, Rassemblement National, joue un rôle important. J'aurais aimé revenir un petit peu avant sur autre chose, parce que peut-être on peut regarder, c'est les transformations urbaines. Quelque chose qu'on voit apparaître un petit peu à travers la ville. On voit les anciens programmes urbains qui étaient dans les années 50-60 de construire des gigantesques tours. On les voit avec les quartiers nord. Mais on voit qu'aujourd'hui, à travers tout ce qui est la remédiation du centre-ville, avec le MUSEM notamment, on voit, et ça apparaît par contre dans la série. Alors ça apparaît pas, j'allais dire, de façon volontaire, mais en tout cas, c'est tourné par le scénariste comme un élément clé du décor. Qu'est-ce que vous en pensez? Et d'ailleurs, c'est parmi les choses qui lancent la série, d'ailleurs, au tout début, justement, c'est cette question de la privatisation des docks et de l'espace portuaire, justement. Et là, il y a un vrai conflit à la fois politique et économique. Et
en gros, la classe politique est partagée entre justement la défense des intérêts privés et celle des intérêts de la population, en gros, pour simplifier grosso modo. Ce qui me... D'ailleurs, cette thématique de la transformation urbaine concerne vraiment la plupart des grandes villes au monde aujourd'hui. Hein. C'est une question donc un peu brûlante depuis quelques décennies déjà à travers le monde. Marseille en est touché aujourd'hui, ça c'est certain. Un des journalistes d'investigation donc, qui se sont intéressés de près à la question, Philippe Pujol par exemple, il parle du maquillage justement par les efforts de rénovation en centre-ville, donc qui ne s'attaquent pas aux problèmes de fond justement concernant notamment le logement insalubre et indécent pour une bonne partie des habitants de la ville. Ce qui est dommage dans la série, c'est que quand Benoît Magimel s'oppose à la privatisation de l'espace portuaire, ben, sa motivation principale est expliquée par son hostilité personnelle envers Gérard Depardieu. Il n'en a rien à faire d'autre vis-à-vis de la ville et de ses habitants. Et, et de même, ce qui est intéressant, c'est d'autre part, donc, cette figure du maire donc, qui règne depuis plusieurs décennies et qui affiche un amour donc, incontestable vis-à-vis de la ville et de ses habitants, et juste par des arguments un peu vagues de l'importance de moderniser, etc., et donc, de redresser un peu l'activité portuaire de Marseille, donc de manière peu convaincante, il, il adosse ce projet de la transformation urbaine sans aucun égard critique et sans pouvoir justement peser vis-à-vis des entreprises qui veulent privatiser un peu, enfin, pas pour le rayonnement de la ville, mais pour faire fructifier du capital en gros. Et c'est vrai, vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, moi je trouve ça assez intéressant, ce que vous venez de dire, cette idée que finalement on a une série dont le titre hein, c'est le nom de la ville, et finalement la ville, dans beaucoup de cas, on a l'impression qu'elle n'est là qu'uniquement comme décor et qu'elle n'est pas alors qu'on aurait pu centrer certains enjeux du scénario beaucoup plus autour de ses habitants hein, alors et c'est vrai que on peut faire un parallèle avec d'autres séries hein, où justement on est plus dans la gestion et l'évolution de personnages plutôt que dans des vrais rapports humains réels on va dire dans la ville elle-même. Alors Oui. qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Oui. Et je peux dire que la série pêche par son choix justement de se situer au cœur de toute l'action quelques figures de la politique politicienne donc autour de cet enjeu de la campagne municipale à venir, au lieu de faire de la ville elle-même le personnage principal. Ce qui est dommage, c'est justement que la ville reste un peu décorative, même si, bon, en tout cas, elle est très bien mise en valeur hein, au cours de tous les épisodes. Donc, si vous êtes amoureux de Marseille, vous êtes comblé esthétiquement, visuellement. Et si vous ne connaissez pas Marseille, ça suscite, je pense, suffisamment l'intérêt pour vouloir s'y rendre. Euh, mais ce qui est dommage, justement, c'est de se centrer uniquement autour de quelques personnages politiques, comme si ces personnages et ces acteurs de la vie politique municipale euh, pourraient expliquer tout et n'importe quoi autour du destin urbain de Marseille, alors que ces mêmes personnages sont dépassés par pas mal de choses. Et puis il y aura donc cette créature un peu nébuleuse qui est le milieu, donc qui a l'air très déterminant. Il pèse d'un grand poids dans la vie politique et économique de la ville. Donc voilà, la mafia sera combattue à certaines occasions pour donner l'impression qu'elle va disparaître totalement ou qu'elle est maîtrisée, qu'elle est matée, etc. Et pour ressurgir de façon surprenante plus tard. Et, et justement, les habitants sont traités plutôt comme des pions et donc des personnes juste qui ne décident pas de leur destin, qui sont faciles à manipuler et qui n'ont même pas de voix à exprimer.
justement les habitants de Marseille, qui doivent être un peu plus au cœur justement de l'action, sont vraiment légués à l'arrière-plan et sont des personnages extrêmement passifs. Et vous avez tout à fait raison, et j'ai effectivement là-dessus quelque chose d'important, hein, parce que je pense qu'on ne peut pas évoquer aujourd'hui, dans une série qui se veut en plus sur la façon de tourner un petit peu noire, hein, on ne peut pas ne pas évoquer le milieu, hein, c'est les mythes marseillais depuis les films autour de Borsalino notamment, des choses comme ça, donc on a toujours cette idée-là, et on a toujours cette idée que Marseille est gouvernée en sous-main, en tout cas par le milieu, et ça on le voit, alors peut-être pas à bon escient, mais on le voit. Mais c'est là aussi peut-être quelque part qu'un prétexte. Et je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, hein, sur le fait que Marseille aurait pu être le personnage principal, et finalement elle n'est qu'un personnage secondaire en arrière-plan, alors de beaux arrière-plans bien filmés, hein, mais voilà. Et j'ai le parallèle là-dessus qu'on pourrait faire avec une autre série qui a été une des grandes séries mondiales des années 70-80, qui est Dallas, par exemple, où Dallas on a un titre avec une ville, et finalement on ne voit que les intrigues Oui. d'une famille Ewing, voilà. Donc Oui. c'est peut-être, il y a quelques petits parallèles là. Oui, plus qu'un parallèle, hein, c'est une source d'inspiration assez directe, je pense, avec Dallas. Et d'ailleurs, même sans avoir fait le parallèle comme vous l'avez fait à juste titre, de façon très judicieuse et habile, justement, le titre même de la série, c'est celui de la ville aussi, mais ça tourne autour des intrigues d'une famille riche, pétrolière, et justement qui sera déchirée par des histoires d'argent, d'héritage, de trahison, de liaison, d'infidélité, de manipulation, etc., de rivalité. Et ce qui est un peu euh, reproduit donc d'une façon nocive par Marseille, et ce qui est vraiment dommage. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait un peu justement ce qu'on a qualifié donc d'américain dans le mauvais sens du terme en ce qui concerne Marseille. Bon, ce qui était une critique justifiée pour le coup. Et d'ailleurs, ce à quoi je songe justement lorsqu'on veut faire une telle série, ayant comme personnage principal la ville elle-même, je pense à l'exemple du Wire, justement du début des années 2000. Je pense que en français c'est sur écoute. Sur écoute. Euh, et là, pour le coup, sur 5 saisons, vous n'avez pas de personnage justement que vous pouvez nommer en tant que tel qui se situerait au cœur de la série, parce que ça va varier de saison en saison ou même d'épisode en épisode justement. Et là vous aurez les milieux du trafic de drogue, la police, la municipalité, la vie politique électorale, l'école, le journalisme, les ouvriers des docks, et ainsi de suite. C'est vrai, The Wire, hein, dont l'action se passe à Baltimore. Oui. Voilà, on y reviendra dans une prochaine émission là-dessus, mais c'est vrai qu'on a autre chose parce que là, on a une vraie plongée, j'allais dire au scalpel, dans une ville où les scénaristes, et c'est ce qui est intéressant, ont étudié épisode après épisode, mais pas forcément de façon continue, des sortes de zoom un petit peu sur certains aspects, et ils vont au fond des choses. Oui. Ce qui n'est peut-être pas fait dans Marseille, où on est plus autour des intrigues familiales, comme vous disiez, à savoir est-ce que Benoît Magimel dans la série est le fils ou pas de Tarot, par exemple, l'amour ou en tout cas tout ce qu'ils ont avec la fille de Tarot, par exemple, des choses comme ça. Donc on tourne autour de ça et on n'a pas de vraie étude approfondie effectivement de ce qui aurait pu être fait autour de Marseille. Alors on le voit, mais on le voit que comme prétexte, Oui. j'allais dire. On ne voit pas les choses. Alors il y a peut-être une chose qui a été un peu plus approfondie, c'est l'extrême droite un petit peu, on le voit un peu plus, hein, on le voit à travers les tentatives de conquête de la mairie, alors de ce parti hein, qui est le parti français, hein, pour pas avoir donné un nom de parti réel on va dire, mais en tout cas qu'est-ce que là-dessus on peut, vous avez ressenti dans la série autour de ce rôle d'extrême droite dans la conquête municipale, ce qui pourrait peut-être se passer dans la réalité d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui. Déjà, oui, les défauts donc, du traitement justement un peu superficiel de la série proviennent aussi du fait qu'il y a une vision un peu trop dynastique de la vie politique. D'ailleurs, voilà, c'est peut-être le cas en France un peu en général aussi. Donc. Et puis, le manque de profondeur, ça provient aussi du fait que ils ont juste essayé de monter cette série en l'espace de 1 ou 2 ans maximum, alors que pour The Wire, justement,
c'était le fruit des enquêtes, même de nature journalistique, de plus d'une décennie. Et Dwyer, c'était l'aboutissement aussi donc de l'œuvre de ces scénaristes après deux, trois séries qui précédaient donc, cette production. Mais pour venir à la question de l'extrême droite, voilà, qui est d'ailleurs très facilement identifiable justement voilà, à travers justement cette appellation du Parti français. Euh, Déjà, on trouve la manière inefficace dont la gauche et la droite classique en France, donc voilà, l'équivalent de l'UMP et du Parti socialiste, ont, ont tenté de combattre inefficacement donc, contre, disons, cette menace sociopolitique et électorale. Et c'est justement sur l'aspect électoral qu'on insiste encore un peu trop peut-être. Et par exemple, Benoît Magimel va justement, c'est étrange peut-être de se référer au nom de l'acteur, mais voilà. En tout cas, son personnage, Lucas Barès, va essayer d'instrumentaliser les divisions au sein de ce parti français, justement pour également avoir un appui dans la majorité municipale, pour conforter un peu son siège de maire récemment élu. Et il va même tendre une sorte de perche à l'extrême droite, justement, pour en faire des adjoints. Mais pour creuser les dissensions au sein du parti et susciter des jalousies justement. Mais encore, c'est une dynamique entre personnes qui ne s'attaque pas à des questions politiques. Mais là, ce qui est peut-être mis en avant par la série et qui est intéressante, c'est le dégât à court terme et sur à l'échelle très concrète sur des vies individuelles que peuvent faire donc des politiques extrémistes de nature xénophobe et raciste. Justement, là, c'est peut-être de manière superficielle que les scénaristes s'y intéressent, mais une des histoires un peu qu'ils essaient de creuser, c'est justement le sort d'un jeune immigré donc, qui est un génie du piano et qui est scolarisé depuis peu et dont le père est traqué par la police et donc ce petit-fils, bon, il va être hébergé par la femme du maire sortant, mais qui s'y intéresse aussi pour des raisons humaines évidentes, mais aussi parce que bon, c'est un jeune musicien comme elle, d'ailleurs. Euh, mais justement, il y a cette ambiguïté vis-à-vis de l'extrême droite en France. Bon, est-ce qu'on peut en faire un interlocuteur, justement en faisant un interlocuteur, est-ce qu'on peut rendre cette force politique civilisée acceptable? Ou bien est-ce qu'il faut juste l'isoler comme si de rien n'était et sans parler des problèmes de fond que donc, cette force politique essaie d'aborder? Là, on a un parallèle réel, je pense, dans la série avec la situation, j'allais dire, de la vraie vie du Sud-Est, puisqu'on a aussi cette représentante du Parti français qui est une femme. Alors, on pourrait faire des parallèles assez aisés avec une autre représentante qui était au Rassemblement national, par exemple. Hein. Bon, à part la couleur de cheveux, je pense qu'on n'est pas loin. Mais après, c'est vrai qu'il y a eu là aussi des tentatives de faire des choses intéressantes. Vous avez parlé de ce petit immigré qui est traité, et d'ailleurs ce cas est assez bien traité, mais on va pas loin, après on va pas plus loin que le reste, il n'y a pas de vraie affirmation. Alors est-ce que c'est par un désir ou une volonté de neutralité vis-à-vis, ou pas? En tout cas la série, on peut pas dire qu'elle est engagée. Non, mais elle essaie justement d'illustrer un peu la complexité des personnages, donc en fonction de leur appartenance politique. Et et je pense pas que ce soit justement une insistance sur le fait qu'on serait hypocrite par rapport aux valeurs politiques officiellement affichées, mais par exemple, justement, il y a le cas de cet élu du Parti français qui va agir contre ses convictions politico-religieuses concernant l'avortement, justement, dans un cas très personnel. Et, mais là encore, justement, peut-être c'est là que le traitement un peu trop individualisé et personnalisé de certains rapports, y compris des rapports de force politique, parvient à aller un peu plus loin que la superficie, justement, pour rendre un peu plus complexes les personnages, justement, qui ne sont pas
uniquement réductible à l'étiquette politique qu'on peut justement leur assigner. Oui, là, puisque vous avez évoqué le cas donc de cette représentante du parti français qui a donc qui est tombée enceinte suite à des rapports avec Lucas Barès, et donc là, vous le disiez tout à l'heure, c'est à la fois métaphoriquement et puis j'allais dire réellement les liens avec l'extrême droite, tout ça, et on voit effectivement que contrairement à ses convictions, on va dire de droite conservatrice, très conservatrice française, elle va pratiquer l'avortement, ce que ses idées tendent à lui faire refuser. Donc ça, c'était assez intéressant, effectivement, de voir ça, puisqu'on peut aborder d'autres choses. Mais c'est vrai que de façon générale, alors on est dans une fiction qui veut s'inspirer, en tout cas, de faits réels, mais on ne va peut-être pas assez, vous le montrez parfaitement, au fond des personnages, et on ne va pas assez au fond de l'étude de la ville elle-même. Voilà, je vous remercie en tout cas pour cette présentation de la série Marseille. Alors on rappelle, vous l'avez dit au tout début, que la série est disponible sur Netflix, qu'il y a 2 saisons, et vous pouvez donc la regarder ou la re-regarder au regard de ce que Airi vient de nous présenter. Et surtout, retrouvez-nous sur le site donc d'Histoire en série pour voir un petit peu. Airi a laissé une bibliographie donc qui permettra d'aller un peu plus loin dans certaines thématiques, et puis regardez aussi peut-être, alors si vous avez vu Marseille mais vous n'avez pas vu The Wire, peut-être regarder au moins quelques épisodes de The Wire, parce que ça peut permettre de donner une autre vue. Alors c'est une ville américaine, c'est pas une ville européenne, mais on a quand même des choses à voir comme ça, et c'est surtout ce que vous avez, je pense, très bien montré, c'est dans le traitement de l'image et des sujets, on peut aller voir autre chose avec une ville comme sujet de fond. Voilà, donc je tenais à vous remercier, Airi, d'être venu à notre micro. Merci à vous, Nicolas. Voilà, et puis donc suivez l'actualité d'Histoire en série sur Twitter pour savoir quelles seront les prochaines émissions. À bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.